Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine. Et en cette semaine spéciale école d'ingénieurs, notre dossier du jour sera consacré à l'Institut de l'environnement et de recherche agricole au Burkina Faso. Au sommaire également au Nigeria, le président Muhammadu Buhari prolonge à nouveau son séjour à Londres pour raison de santé. Le président a quitté le Nigeria le 19 janvier pour un bilan de santé à l'occasion de ses congés. Alors que son séjour était initialement prévu pour une dizaine de jours, son cabinet avait déjà annoncé le 6 février qu'il devait le prolonger sur recommandation de ses médecins. Autre titre, offensive diplomatique et économique du roi Mohamed VI. Le souverain arrive à Conakry en Guinée ce jeudi. Cette visite du roi du royaume chérifien devrait offrir aux deux pays l'occasion de revoir et intensifier les accords de coopération précédemment conclus. Ils sont avec nous sur ce plateau pour en parler. Bienvenue à notre invité Joël Compaoré qui est ingénieur. Bienvenue d'instrumentation. Bienvenue également à notre éditorialiste Alfred Chango. Ravi de vous retrouver autour de ce plateau et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil. Place tout de suite à notre dossier du jour. Le chef de l'État nigérian Muhammadu Buhari va donc prolonger son séjour à Londres. Il s'y trouve déjà depuis un mois pour des raisons médicales. Le gouvernement a dû démentir à plusieurs reprises des rumeurs selon lesquelles le chef de l'État serait gravement malade. Et en attendant, le vice-président Yemi Osinbajo assure l'intérim. On fait le point tout de suite avec Ibrahima Dioumaba. Au Nigeria, l'absence du chef de l'État du territoire national depuis le 19 janvier 2017 suscite beaucoup de commentaires. Le président Muhammadu Buhari est à Londres, en Angleterre, pour des examens médicaux, selon la version officielle. Son retour a été annoncé à 2 reprises. Pour calmer la polémique et les rumeurs, le gouvernement tente de rassurer les Nigérians. À mon avis, la meilleure façon de stopper la spéculation et la rumeur sur la mort du président Buhari, c'est de communiquer réellement avec les Nigérians. Il ne sert à rien de démentir si le gouvernement ne rassure pas l'opinion. L'option la plus efficace en ce moment, c'est de montrer les images du président. Le vice-président, par exemple, peut inviter la presse à partager une vidéoconférence avec le chef de l'État. Sinon, la télévision nationale peut organiser une émission avec des images à l'appui pour montrer que le président Buhari est en bonne santé. Avec l'absence du président Muhammadu Buhari, son vice-président assure son intérim conformément à la constitution nigériane. Cependant, les citoyens restent divisés sur la gestion de cette absence du président élu en cette période de récession économique et de lutte contre l'insécurité au nord et au sud du Nigeria. Il ne faut pas croire que le vice-président soit capable de faire tout ce que le chef de l'État avait promis de faire. L'essentiel, c'est de respecter le protocole et la légalité. Yemi Osinbajo a dit qu'il agissait dans ce sens. Cette situation est difficile à supporter par les populations. Nous devons être édifiés sur l'état de santé de notre président. Avant son élection, Muhammadu Buhari avait fait beaucoup de promesses. Tout le monde était heureux, surtout ceux qui avaient voté pour lui. Yemi Osinbajo est un avocat. Il est réputé être un fidèle compagnon du président Muhammadu Buhari, arrivé au pouvoir en mai 2015. Il s'est résolument attaqué aux actes de sabotage des indépendantistes contre les installations pétrolières dans l'état du Delta, au sud. Les Nigérians sont inquiets par rapport à l'état de santé de leur président, eux qui se souviennent encore du décès de l'ancien chef de l'État, Umaru Yar'Adua, en 2010, dans l'exercice de ses fonctions. Alfred, on le voit, les interrogations sont de plus en plus fortes au Nigeria. Il y a beaucoup de spéculations notamment autour du décès carrément du président. Finalement, avec ce changement de programme, est-ce que la situation ne s'aggrave pas au niveau de cette inquiétude des Nigérians? Bon, disons que les Nigérians ont raison de s'inquiéter de l'état de santé de leur président parce que beaucoup avaient voté pour lui, l'avaient élu parce qu'il
avait promis notamment de lutter contre Boko Haram, de lutter contre la corruption. Mais déjà, pendant la campagne, on parlait de son état de santé et de son âge avancé, donc ça pose problème aujourd'hui encore plus. Non, on dira, c'est pas tellement question de son âge. Ce qui est en question ici, c'est son état de santé, effectivement. Et je pense que de ce point de vue-là, la gestion de la communication présidentielle et gouvernementale n'a pas été très bonne. Il suffisait simplement pour tordre le cou aux rumeurs, comme l'a dit un des intervenants, d'organiser par vidéoconférence un entretien avec le président. On a entendu sa voix. Exactement, on a entendu sa voix. Ça n'a pas suffi visiblement. Apparemment, ça ne suffit pas parce que il y a toujours cette méfiance de dire mais est-ce que c'est la vérité, est-ce que ce n'est pas truqué, est-ce que c'est vraiment lui, est-ce que c'est pas un enregistrement. Donc il faut effectivement communiquer réellement sur l'état de santé du président. La deuxième chose, c'est que Mohamedou Buhari a transmis le pouvoir justement à son vice-président exactement dans la perspective du prolongement de son séjour médical à Londres. Et je pense que le bas blesse à ce niveau-là. Dès le moment où il avait transmis le pouvoir, en disant au cas où les examens s'avéreraient plus compliqués que prévu et il y a déjà des suspicions. Exactement, il est malade, ça c'est certain. Mais maintenant, il faut qu'il dise la vérité parce que tant qu'il n'y a pas de transparence, il y aura toujours des doutes, il y aura des spéculations. Mais du coup, pourquoi on maintient autant ce flou, si c'est pour inquiéter davantage la population? Non, ce sont des craintes simplement de ceux qui sont au pouvoir, justement, parce qu'ils se disent qu'est-ce qui se passerait, et puis avec la situation au nord, avec Boko Haram, etc., qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que ça ne va pas être un coup fatal, justement, à ce programme? Donc, il faut garder le mystère là-dessus. C'est vrai que les médecins britanniques s'occupent très bien de lui. Bientôt, il va rentrer dans son pays. Il est vivant, ça c'est certain, mais il faut communiquer autrement. Parce que sinon, on arrive à ce qui est arrivé en Algérie avec Abdelaziz Bouteflika. Il est évacué en France, il fait un accident vasculaire cérébral. En Algérie, on est en train de raconter de salade aux Algériens. Mais là encore, est-ce qu'on n'est pas dans ce même cas de figure quand on sait qu'il a déjà été malade? On parlait d'une infection à l'oreille il y a quelque temps. Là, on ne parle d'aucune maladie, d'aucun. On ne va pas spéculer sur. Information. On ne va pas spéculer sur la maladie, mais je veux dire, on ne donne même pas d'informations. Oui, parce que c'est plus compliqué que. Donc c'est peut-être. C'est ça, oui, c'est plus compliqué que ça ne l'était au départ. Et donc, du coup, il y a cette hésitation qui est là au niveau des officiels. Et concernant le chef de l'État par intérim, ce Yémi Osinbajo, est-ce qu'on peut attendre beaucoup de lui, puisque finalement c'est lui qui prend les rênes du Nigeria en attendant que le président revienne? Mais absolument, Yémi Osinbajo est président pleinement. Il n'est pas président à demi, puisque pour le moment, Mohamedou Buhari lui a transmis les rênes du pouvoir. Et il va les exécuter suivant la constitution nigériane. On a vu ce qui s'était passé au moment de Yar'Adua, quand il est parti à Londres aussi pour se faire soigner et que ça traînait. Goodluck Jonathan lui a succédé après, donc a assuré l'intérim. Comme il se doit. Il est en train d'assumer pleinement cette fonction de président intérimaire, mais dans la loyauté vis-à-vis du titulaire, bien sûr, du poste. On va à présent parler du roi Mohamed VI. C'est reparti pour une tournée africaine pour le roi du Maroc. Le souverain a entamé son périple depuis jeudi dernier. C'était au Ghana, en Afrique de l'Ouest. Au programme également de sa tournée, la Zambie, le Kenya, la Côte d'Ivoire et ce jeudi, la Guinée. Une offensive économique entamée depuis quelques années qui vise à renforcer la coopération bilatérale entre la Guinée et le Maroc. Les précisions d'Idelat Mirabel Bissou. Le partenariat économique entre le Maroc et la Guinée se renforce avec la visite de travail du roi Mohamed VI à Conakry ce 23 février 2017. En 2014, Casablanca, la mégapole du royaume chérifien, avait abrité le forum des acteurs publics et privés marocains et guinéens. Initié par le président Alpha Condé lors de son séjour en avril 2014, ce forum a ouvert de larges perspectives d'affaires et d'investissement entre les deux pays frères et amis. Il y a, n'est-ce pas, des secteurs en Guinée qui semblent mieux placés pour soutenir quand même cette volonté des deux chefs d'État, le roi Mohamed VI et le président Alpha Condé,
de renforcer les échanges commerciaux. Ce qu'il faut peut-être déplorer un peu, les importations marocaines en provenance de la Guinée se chiffrent aujourd'hui à peine à 5 millions de dollars, alors que dans l'autre sens, le Maroc exporte pour plus de 70 millions de dollars vers la Guinée. La Guinée et le Maroc ont des accords de coopération dans plusieurs secteurs, notamment les transports et les infrastructures, le commerce, les industries pharmaceutiques, l'immobilier, l'eau et l'énergie. On note depuis quelques années la présence massive d'investisseurs marocains en Guinée. Les besoins de l'expertise marocaine, notamment dans le domaine de la formation professionnelle des secteurs comme l'agriculture, la santé et le tourisme font partie des priorités. Aujourd'hui, la Guinée, c'est un pays qui a beaucoup à gagner dans l'agriculture, dans la mesure où 80%, n'est-ce pas, de sa population vit de l'agriculture. Et dans ce domaine-là, le Maroc, n'est-ce pas, a une expérience, n'est-ce pas, approfondie dans ce domaine-là, qui, n'est-ce pas, pourrait permettre aux paysans guinéens d'avoir un certain nombre de formations. Les échanges commerciaux entre le Royaume du Maroc et la Guinée ont une courbe croissante. Ils ont enregistré une hausse d'environ 30% en moyenne annuelle entre 2010 et 2014. Toutefois, la balance commerciale est très déséquilibrée en faveur du Maroc, les exportations guinéennes n'étant pas très importantes et diversifiées. Alors Alfred, on l'a vu, la coopération entre le Maroc et la Guinée existe depuis déjà un moment. L'économie sera visiblement à l'ordre du jour de cette visite. Est-ce qu'on peut attendre d'autres volets pour cette visite marocaine ? En règle générale, quand on regarde la diplomatie économique marocaine vers l'Afrique subsaharienne, elle tourne autour de quelques secteurs que le Maroc maîtrise très bien. Il y a les mines, il y a l'éducation, il y a l'agriculture, naturellement, les services, banques et consorts, et puis il y a les nouvelles technologies au niveau de l'environnement. Ce sont les secteurs clés vraiment de ces échanges. Par ailleurs, il y a des échanges de banque à banque qui permettent justement, au fond même aux chefs d'entreprise marocains, de se passer justement de l'intervention du roi. Mais là, il s'agit de consolider l'existant. Dans la mesure où Alpha Condé a quand même beaucoup joué parmi les chefs d'État qui voulaient le retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Et donc là, je crois qu'il y a un retour de bon procédé de la part du roi du Maroc vis-à-vis de la Guinée-Conakry. On vient de l'aborder exactement par rapport à l'intégration du Maroc au sein de l'Union africaine. Et on voit que le roi marocain continue un périple au sein du continent africain. Mais à présent, que recherche le Maroc en multipliant toutes ces visites? Bien, il s'agit pour les anciens partenaires traditionnels de renforcer ces liens, de montrer que le Maroc est toujours fidèle au rendez-vous vis-à-vis de ces pays. Pour les nouveaux partenaires, de leur montrer effectivement tout l'intérêt et puis du Maroc dans ces échanges. Après, Joël pourra ajouter quelque chose, mais non seulement cela, mais aussi mettre en avant le potentiel d'investissement du Maroc. Au fond, aujourd'hui, le roi du Maroc est rentré dans cette idée que le développement de l'Afrique passe par les échanges sud-sud. Ça, c'est d'un. De deux, ça doit être des échanges dans le respect, donc des échanges gagnant-gagnant. Et comme dans un certain nombre de domaines, l'expertise marocaine est reconnue, il voudrait en faire profiter aussi les États africains. Monsieur Koumparé, qu'est-ce que vous pensez de cette offensive marocaine qui est menée sur le continent? Je dirais que ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement qu'en Guinée, c'est depuis plus de 10 ans que le Maroc investit en Afrique subsaharienne. Je pense que pour une raison simple, parce que ces économies sont des économies qui ont des taux de croissance à faire pâlir certaines économies occidentales. Et le Maroc, avant tout, privilégie son intérêt. Et je pense que la volonté du Maroc de réintégrer l'Union africaine est la consécration de cette vision du roi du Maroc qui privilégie, chose que personnellement j'encourage, qui privilégie les relations sud-sud. Je pense que dans nos États en Afrique subsaharienne, nous gagnerons à investir dans nos différentes régions, notamment entre la CEDEAO et la CEMAC,
pour permettre une économie beaucoup plus compétitive. Ce qui est intéressant aussi, Alfred, c'est il faut le dire, il y a aussi une offensive politique qui est menée par le Maroc, bien entendu. Il y a d'ailleurs la visite du Mali qui a été reportée. On n'a pas de date pour l'instant sur ce report, mais finalement, pourquoi cette visite a été annulée au dernier moment? Alors, bon, il faut dire aussi que la situation du Mali est un peu compliquée ces derniers temps avec la résurgence des attentats et puis... Mais ce n'est pas la sécurité, là, visiblement, qui a été... En réalité, c'est ça l'enjeu principal, c'est-à-dire que le Mali aujourd'hui est en train de se battre pour pouvoir stabiliser et faire appliquer les accords d'Alger. C'est peut-être l'implication de l'Algérie alors finalement qui pose problème. Non, pas nécessairement parce qu'il y a une sorte de dégel quand même. Il y a une sorte de dégel dans les relations entre le Maroc et l'Algérie. Ça va tout doucement bien sûr. On aimerait que ça aille un peu plus vite, mais bon, c'est comme ça que ça se passe. Non, c'est surtout vraiment des questions de sécurité, d'autant qu'on sait les relations privilégiées qu'a le roi du Maroc avec Ibrahim Boubacar Keïta. On va à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News France.